Bienvenue à notre échange de perspectives. Aujourd'hui, on va discuter d'un texte assez parlant qui décrit un samedi typique. Enfin, typique. Disons un samedi vécu comme un vrai soulagement après une semaine de travail décrite comme longue et difficile. Le récit est très riche en détails sur les activités, les sensations, et ça nous amène à une question centrale, je crois, sur ce que représente vraiment ce repos. Est-ce que c'est une détente authentique, choisie, une vraie parenthèse de bien-être personnel, ou est-ce que ce sentiment, bien réel, est surtout défini par contraste, vous voyez, avec la pression de la semaine? Un répit en somme, conditionné par le travail et l'attente du lundi. Alors moi, je vais défendre l'idée que ce samedi illustre une détente plutôt profonde, oui, une forme de reconquête de soi et de son temps. Et de mon côté, je vais plutôt explorer l'idée que cette détente, même si elle est ressentie, elle reste fondamentalement conditionnée par le stress de la semaine. Une sorte de soulagement nécessaire, mais dont la valeur est intrinsèquement liée à la routine professionnelle. Bon, alors pour moi, ce qui ressort vraiment de ce texte, c'est une rupture consciente et positive avec le travail. C'est pas juste ne pas travailler, c'est activement construire autre chose. Le narrateur, il savoure son samedi. Si on regarde les détails qu'il donne, les plaisirs tout simples, l'odeur du café et du pain grillé, prendre le temps de boire du café au lait, de manger, c'est une présence à l'instant en fait. Et puis il y a cette notion de temps retrouvé. Je ne suis pas pressée, je peux prendre mon temps. C'est crucial ça. L'exclamation quelle détente qui suit, elle n'est pas juste un soupir de soulagement, c'est une affirmation positive. Et même les tâches obligatoires, comme ranger ou faire les courses, il les aborde sans stress. Il dit même si je ne peux pas tout finir, ce n'est pas grave. Ça, c'est vraiment l'opposé de la logique de performance, non? Et enfin, les choix d'activités, la télé et l'ordinateur, oui, mais aussi voir des amis, un repas où on discute et rit, la promenade même quand il fait froid. C'est une recherche active de plaisir et d'engagement. Il le dit lui-même, le samedi est pour moi le plus beau jour de la semaine. Donc pour moi, tout ça, ça dessine clairement une expérience de bien-être authentique et cultivée. Je vois bien tous ces éléments que vous décrivez, mais ma lecture est quand même différente. Pour moi, l'intensité de cette détente, elle est indissociable de ce qui la précède. L'argument clé, c'est vraiment le contraste. C'est un peu comme, vous savez, quand on apprécie d'autant plus un verre d'eau fraîche qu'on vient de traverser un désert. Enfin, l'image est peut-être un peu forte, mais l'idée est là. Le texte commence par ça. J'ai passé une semaine longue et difficile. Mais heureusement, aujourd'hui, on est samedi. Ce heureusement, il pose tout de suite le cadre. Le samedi est valorisé parce que la semaine fut pénible. Le soulagement, c'est la première chose. Ensuite, regardez comment il décrit la détente. C'est en opposition directe au stress du travail. Il compare explicitement son état actuel avec les pensées stressantes habituelles. Vite, je dois finir ce rapport, j'ai une réunion. Donc, la détente est d'abord définie comme l'absence de ce négatif. Et puis, le travail n'est jamais très loin, en fait. Au café, avec les amis, de quoi parle-t-il? De notre semaine. Chacun raconte des anecdotes sur son travail. Et la conclusion générale. Tout le monde est très occupé pendant la semaine. Le travail reste le référentiel même pendant le loisir. Et enfin, le point qui me semble décisif, c'est la fin. La pensée du dimanche soir, demain il faut aller au travail, oh non. Ça, ça jette une lumière crue sur la précarité de cette bulle de bien-être. Elle est limitée, encadrée. Le petit «mais bon, c'est la vie» qui suit, ça sonne un peu résigné, non? Donc oui, c'est une bouffée d'air, essentielle même, mais sa valeur me semble surdéterminée par la pression habituelle. C'est un répit, plutôt qu'une sérénité. D'accord, l'effet de contraste, je ne le nie pas. Bien sûr que ça joue. Mais est-ce que ça disqualifie le caractère authentique de l'expérience? Je ne suis pas convaincue. Quand vous appréciez un bon repas après avoir eu faim, le contraste amplifie peut-être le plaisir. Mais le plaisir vient aussi de la qualité du repas lui-même, non? Ici, c'est pareil. L'exclamation quelle détente, elle exprime un état positif vécu là, maintenant. Les plaisirs décrits, le goût du café, la chaleur de la discussion entre amis, même cette promenade par -5 degrés, tout ça a une valeur en soi. D'ailleurs, cette promenade dans le froid, c'est intéressant. Plutôt qu'une simple fuite, moi j'y vois une forme d'engagement volontaire, une capacité à trouver du plaisir, de l'intérêt dans le moment présent, même quand les conditions sont pas idéales. C'est une forme de, comment dire, de présence active, oui.
C'est pas juste ne pas être au travail, c'est être pleinement dans son samedi. L'absence d'urgence, c'est ce qui permet cette immersion. Je vois ce que vous voulez dire par présence active, mais je reste sceptique sur la source principale de cette positivité. Est-ce que c'est l'activité elle-même ou est-ce que c'est le fait qu'elle tranche si nettement avec la routine? Le besoin qu'il a de comparer explicitement pas pressé, sans stress versus vite finir ce rapport me semble quand même très significatif. C'est comme s'il avait besoin de ce miroir négatif pour apprécier le positif. L'expression pas pressé, elle n'a de sens que parce que d'habitude la pression est là. Est-ce que c'est du flow, comme vous suggériez? Je sais pas. Le flow, c'est souvent lié à une activité qui demande de la concentration, un défi. Ici, ça ressemble plus à une décompression, non? Un relâchement après la tension. La détente est définie par ce qu'elle n'est pas. Et ça, pour moi, ça la rend fondamentalement relative, dépendante du contexte travail-repos. Sa valeur est plus extrinsèque qu'intrinsèque, en quelque sorte. Mais cette capacité à transformer le temps libéré en moments de qualité, même avec des choses simples, n'est-ce pas justement ça, une forme d'authenticité, de sagesse pratique? Prenons les tâches ménagères, que vous voyez comme un signe de continuité. Moi, j'y vois plutôt une réappropriation. Les faire sans stress, en se donnant le droit de ne pas tout finir, c'est justement refuser la logique d'efficacité à tout prix qui domine au travail. C'est reprendre le contrôle sur son quotidien, même dans ses aspects les moins excitants. C'est dire ici, c'est moi qui fixe les règles, mon rythme. C'est une affirmation d'autonomie, ça. Une réappropriation peut-être. Mais ça souligne quand même que les contraintes ne disparaissent pas le week-end. Ce n'est pas une bulle hors du temps. Ces tâches, même faites tranquillement, elles rappellent qu'il y a des obligations. Ça ancre le samedi dans une certaine réalité, ce n'est pas une évasion totale. Et pour la discussion sur le travail entre amis, vous dites que c'est une saine décompression. Oui, en partie sans doute, mais ça montre aussi à quel point le travail structure nos vies, nos conversations. Que ce soit un sujet si central, même pendant un moment de détente, ça peut aussi être vu comme une infiltration, une difficulté à vraiment couper. Le boulot devient le sujet par défaut presque. Est-ce que c'est un signe de détente profonde ça? Ou le reflet d'une société où le pro prend énormément de place, même dans le perso? Infiltration, le mot est peut-être un peu fort. On pourrait aussi y voir une intégration saine, non? Parler du travail entre amis dans un cadre détendu. Ça peut aussi aider à prendre du recul, à relativiser. Le texte dit d'ailleurs, c'est intéressant de voir que finalement tout le monde est très occupé. Il y a une forme de partage, de normalisation de l'expérience qui peut être apaisante. Ce n'est pas forcément que le travail contamine le temps libre, mais que le temps libre permet de digérer le travail autrement. Et pour revenir aux tâches ménagères, c'est justement ce sans-stress qui est important. C'est une petite révolution personnelle par rapport à la pression habituelle. C'est une lecture, disons, optimiste de l'intégration. Mais l'horizon temporel, ça reste pour moi un élément qui pèse lourd. Vous dites que le samedi est le plus beau jour et qu'il y a encore le dimanche. Oui, mais le récit nous amène quand même inévitablement à la fin du week-end. Le dimanche, encore plus calme, prépare cette prise de conscience. Mais le soir, je me dis, demain, il faut aller au travail. Oh non. Cette pensée, elle n'arrive pas par hasard. Elle teinte rétrospectivement tout le week-end, non? Elle montre le caractère éphémère de ce bien-être. La détente du samedi, elle est vécue avec cette échéance en tête. Ce n'est pas une sérénité durable, c'est un interlude dont on connaît la fin et on la redoute même explicitement. Ça limite forcément la profondeur de l'abandon, vous ne croyez pas? Je pense que vous accordez trop d'importance à cette pensée finale. C'est un peu comme si on jugeait tout un voyage sur le moment où l'on refait sa valise pour rentrer. Le fait que cette appréhension n'arrive que le dimanche soir, ça montre justement qu'il y a eu une vraie immersion dans le présent pendant le samedi et une partie du dimanche. Si l'ombre du lundi était si pesante, est-ce qu'il décrirait le samedi comme le plus beau jour? J'ai des doutes. Cette pensée finale, elle est réaliste, oui, mais elle n'annule pas la qualité de ce qui a été vécu. C'est juste la conscience que les bonnes choses ont une fin. Et parfois, savoir qu'un moment est précieux parce qu'il est limité, ça peut même en augmenter la saveur. Peut-être, mais la formulation « oh non » suivie de « mais bon, c'est la vie », ça me semble quand même exprimer plus que la simple acceptation de la finitude. Il y a une plainte, une forme de résignation face à un cycle subi. C'est pas assez la vie et c'est ainsi. C'est plutôt c'est la vie, hélas. Ça renforce mon idée que cette détente du week-end est vue comme une échappatoire, précieuse mais fragile, toujours définie par l'apport à la vraie vie du travail. Sa valeur vient beaucoup de son opposition à cette norme et de sa rareté. C'est un répit nécessaire, certes, mais conditionné. Une soupape, plus qu'une expression d'un bien-être autonome et profond. Bon, pour résumer ma position, je continue de penser que le texte décrit avant tout une recherche active et réussie de bien-être.
Le narrateur utilise son samedi pour se reconnecter à lui-même via des plaisirs simples, la maîtrise de son temps. C'est une pause authentique, une vraie coupure, caractérisée par la liberté et la présence à soi, même si bien sûr elle s'inscrit dans une vie où le travail existe. La qualité de l'expérience vécue me semble primordiale. Et je maintiens que si ces moments sont évidemment agréables et même nécessaires, leur signification et leur intensité sont profondément façonnées par le contraste avec la semaine de travail. Pour moi, cette détente s'apparente davantage à un soulagement réactif, un intermède précieux mais temporaire, dont la plénitude est subtilement mais constamment limitée par la conscience du retour à la contrainte. C'est une détente définie par ce à quoi elle s'oppose. Ce qui est sûr, c'est que l'interprétation de ce samedi dépend vraiment de l'angle qu'on choisit. Est-ce qu'on met l'accent sur le vécu, immédiat, subjectif, sur cette capacité à créer des moments de qualité? Ou est-ce qu'on regarde plutôt le cadre global, le système travail-loisir, et comment ce système influence, voire conditionne, la nature même de notre repos? Et c'est tout l'intérêt de ce genre de texte finalement. Ça nous fait réfléchir au-delà de ce récit précis à ce que veut dire se reposer aujourd'hui, à l'équilibre vie pro-vie perso et à la valeur qu'on donne à notre temps libre. Tout à fait, il y aurait sans doute encore beaucoup à dire. On espère en tout cas que cet échange aura pu nourrir votre propre réflexion sur ces questions, à partir de ce matériel et bien sûr de vos propres expériences. Bienvenue à notre échange aujourd'hui. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va se pencher sur une question, je crois, assez fondamentale sur notre usage quotidien du français, hein, en s'appuyant sur le matériel qu'on a étudié. Est-ce que le sens des mots, des expressions qu'on utilise tous les jours, est-ce que c'est quelque chose de, disons, gravé dans le marbre, ou au contraire, est-ce que c'est incroyablement malléable? Oui, c'est exactement ça. La question qui nous oppose un peu aujourd'hui, c'est est-ce que la signification, en français courant, repose avant tout sur des conventions stables, une sorte de contrat quoi, entre nous, les locuteurs? Ou bien est-ce que cette signification est fondamentalement façonnée, peut-être même réinventée, par le contexte précis dans lequel on parle? Alors, de mon côté, je vais défendre l'idée que oui, bien sûr, le contexte joue un rôle, on ne peut pas le nier, mais que la communication efficace, eh bien, elle repose avant tout sur un noyau dur de sens conventionnel, un sens partagé et relativement stable pour la plupart des expressions. C'est ça, en fait, qui nous permet de nous comprendre au quotidien. Et moi, je proposerais une vision un peu différente. Je pense que la flexibilité, c'est vraiment la clé. La signification de beaucoup de termes, pour moi, elle n'est pas fixe. Elle émerge, elle vit grâce au contexte. C'est l'usage, en fin de compte, qui fait le sens, bien plus qu'une convention rigide. Bon, alors, entrons dans le vif du sujet. Quand je regarde un peu nos exemples, je vois partout la force de cette convention. Prenez longue semaine. Le matériel nous le rappelle, hein, objectivement, une semaine, bon, ça fait toujours 7 jours. Pourtant, personne ne pense à la durée quand on entend ça. L'expression est devenue une sorte de raccourci pour dire une semaine difficile, pénible. C'est un sens figuré, d'accord? Mais il est devenu le sens standard, conventionnel, où c'est la vie. Ça exprime une forme d'acceptation presque philosophique. Ces significations, elles ne sont pas littérales, c'est sûr, mais elles sont stables. Tout le monde les comprend. Notre capacité à communiquer et à communiquer vite, elle dépend de ces accords implicites. Même un cas comme on est, qui peut vouloir dire c'est, comme dans on est lundi, ou nous sommes, on est 10 à table, ça me semble pas relever d'une fluidité totale, vous voyez? Ce sont deux usages distincts, bien identifiés, souvent liés d'ailleurs au registre de langue, hein, l'un plus courant, l'autre parfois remplacé par nous sommes, si le contexte est plus formel. Et ça, on le trouve un peu partout dans nos sources. Adorer, qui veut dire aimer beaucoup, généralement, pour presque toujours. Faire le ménage ou faire les courses, qui désigne des actions très précises, hein, nettoyer, aller au magasin. Urgent, pour ce qui doit être fait très vite. Tous ces exemples, pour moi, ils montrent un sens central, fort, un sens sur lequel on s'appuie. Je vois bien l'argument de la convention, oui, mais je pense qu'il masque une réalité qui est bien plus dynamique. Pour moi, le sens précis de la plupart de ces termes, même ceux que vous citez, il reste insaisissable si on les isole du contexte. La signification, elle naît vraiment de l'interaction entre le mot et la situation. Prenez un verbe aussi simple que passer. Notre matériel, il montre bien qu'il peut référer au temps qui s'écoule, classiquement. Mais on dit aussi « j'ai passé une bonne soirée ».
Ici, passer, ça ne veut plus dire traverser, mais bien avoir, vivre, expérimenter une soirée. Est-ce que c'est une convention fixe ou est-ce que le sens, en fait, s'adapte à ce dont on parle, une soirée, un examen, peu importe. Je pense vraiment pour la seconde option. Et c'est pareil pour rester. Le sens de base, c'est l'immobilité, d'accord? Mais quand on dit rester sur l'ordinateur, ça ne veut pas dire être immobile sur l'ordinateur, physiquement. Ça veut dire y passer un certain temps, une durée significative. Le contexte transforme complètement le sens. Vous avez mentionné on est. Ah, pour moi, ça c'est l'exemple parfait. Le même petit mot on change toute la donne. Tantôt il est impersonnel pour la date, on est le 10, tantôt il représente un groupe, on est fatigué. Comment on décide? Uniquement par le contexte. C'est la situation qui active le bon sens, si je puis dire. Ou encore se dire. Le plus souvent, oui, ça veut dire parler. Mais dans je me dis que, là, ça signifie clairement penser. Et que penser de l'expression quel que soit le temps? Le mot temps lui-même, il navigue entre la météo et les circonstances générales. Cette capacité d'adaptation, cette plasticité, elle me semble être la caractéristique fondamentale du langage vivant, en fait. Revenons justement sur on est. Vous y voyez la preuve d'une flexibilité fondamentale. Là où moi, je vois plutôt deux conventions d'usage. Distinctes, oui, mais claires. D'un côté, l'identification temporelle, on est mardi. De l'autre, l'équivalent plus courant de nous sommes, on est prêt. Le matériel source souligne même la nuance de registre pour le second cas, vous l'avez dit. N'est-ce pas là la définition même d'une convention? On sait quand utiliser l'un, quand utiliser l'autre. Ce n'est pas une fluctuation aléatoire du sens, c'est une règle d'usage. Bon, elle n'est peut-être pas écrite noir sur blanc, mais elle est connue, elle est appliquée par les locuteurs. Comment peut-on parler de fluidité imprévisible face à une règle qui est quand même aussi systématique? Non, mais je ne dis pas que c'est imprévisible. Je dis que c'est le contexte qui est roi. Ce n'est pas le mot on lui-même qui porte intrinsèquement ces deux sens si différents. C'est la phrase entière, c'est la situation de communication qui nous force à choisir entre l'interprétation impersonnelle la date et l'interprétation collective le groupe. Le même groupe de mots, il active des schémas mentaux et même grammaticaux complètement différents. C'est une démonstration, je trouve, éclatante de la façon dont le sens pertinent est sélectionné, construit dans l'instant par la situation. La flexibilité ici, c'est la capacité du système à permettre ces interprétations radicalement différentes à partir du même matériel linguistique de base. C'est au cœur du fonctionnement, ce n'est pas une simple règle d'usage périphérique. D'accord, d'accord. Explorons alors passer et rester. Vous les présentez comme des preuves de cette plasticité fondamentale. Bon, je reconnais bien sûr les différents sens. J'ai passé une bonne semaine, ça ne décrit pas un déplacement physique, on est d'accord, mais une expérience subjective. Cependant, ne pourrait-on pas dire que ces sens dérivés se sont, avec le temps, lexicalisés? C'est un terme un peu technique, je sais, mais l'idée c'est qu'ils sont devenus des sortes d'unités de sens à part entière dans ces contextes spécifiques. Passer une bonne soirée, ce n'est plus vraiment le verbe passer plus une bonne soirée. C'est une expression quasi figée, une collocation comme on dit parfois. Et son sens global, avoir, vivre une bonne soirée, est appris et utilisé comme un bloc. C'est devenu en soi une nouvelle convention. C'est là que nos interprétations divergent, je crois. Vous parlez de sens lexicalisé, comme s'il s'agissait de quelques exceptions, quelques cas figés. Moi, je vois plutôt un mécanisme très productif et fondamental. Le fait qu'un verbe de mouvement comme passer ou d'immobilité comme rester puisse si facilement s'adapter pour exprimer des notions de temps vécu, passer une semaine, ou de durée d'une activité, rester sur un dossier, eh bien ça montre justement la souplesse incroyable du système. Ce n'est pas juste une poignée d'expressions, c'est une tendance générale du langage à recycler, à adapter le sens. Et qu'est-ce qui nous guide? Le contexte. Encore lui. Quand on entend passer la soirée, notre connaissance du monde nous dit qu'on ne parle pas de traverser physiquement la soirée, mais de la vivre. L'interprétation se fait naturellement grâce à l'interaction entre le verbe, son complément, la soirée, et notre compréhension de ce qu'est une soirée. C'est cette interaction-là qui est première, pas une liste de sens figés dans un dictionnaire. Abordons maintenant le sens figuré, qui est omniprésent dans nos exemples. Longue semaine pour difficile, ou repas léger pour un repas rapide ou peu copieux. Pour moi, dans ces expressions précises, le sens figuré n'est plus vraiment figuré. Il est devenu le sens premier, le sens par défaut. On n'envisage même plus le sens littéral, une semaine de 8 jours, un repas qui pèse peu. Non. C'est une convention sémantique tellement forte que l'interprétation est immédiate, partagée. Si je vous dis j'ai eu une semaine longue, vous savez tout de suite ce que je veux dire. J'ai eu une semaine difficile. C'est cette stabilité conventionnelle qui assure la compréhension. Oui,
Mais justement, le fait même qu'on puisse distinguer un sens littéral, même s'il est incongru ici, d'accord, et un sens figuré, ça prouve la capacité dynamique du langage à créer du sens nouveau. Ce sens figuré, il n'est pas apparu par magie. Il est né d'une association d'idées, d'une métaphore basée sur notre expérience. On comprend longue semaine comme difficile parce qu'on associe subjectivement l'effort, la fatigue, à une sensation d'étirement du temps. C'est psychologique. On comprend repas léger comme rapide ou frugal, parce que le contexte, une pause déjeuner courte, l'envie de ne pas être ballonné après rend cette interprétation logique. C'est une inférence contextuelle, basée sur notre vécu commun. Même si cette inférence devient habituelle, presque automatique, elle témoigne de ce processus adaptatif constant. La fluidité a mené à une nouvelle habitude, c'est vrai, mais elle démontre la plasticité originelle. Sans cette capacité d'adaptation, comment de nouvelles expressions pourraient-elles même y naître? Prenons des expressions ancrées dans le social, comme discuter autour d'un verre de vin ou c'est la vie. Leur efficacité et leur force ne viennent-elles pas justement de leur caractère de raccourci conventionnel, compris par tous? Autour d'un verre de vin, ça ne décrit pas une disposition physique autour d'une table, bien sûr, mais ça évoque instantanément une atmosphère de convivialité, un échange informel, agréable. C'est un code partagé. De même, c'est la vie. Ça fonctionne à travers toute la francophonie comme un marqueur d'acceptation, de philosophie face aux aléas. Ces expressions sont puissantes parce qu'elles encapsulent des scénarios sociaux ou des états d'esprit complexes dans une forme stable et reconnue. C'est la force de la convention, à la fois sociale et linguistique. Je vois ça un peu sous un autre angle. Pour moi, discuter autour d'un verre de vin, ça tire sa signification non pas d'une définition abstraite, mais de l'image très concrète qu'elle évoque. Une situation sociale spécifique, avec ses connotations de détente, de partage, d'intimité peut-être. Le sens est entièrement pragmatique, c'est-à-dire lié à l'usage dans une situation donnée et à notre connaissance des pratiques sociales. Ce n'est pas le dictionnaire qui nous donne le sens ici, c'est notre expérience du monde. Et c'est pareil pour c'est la vie. L'expression en elle-même, bon, elle ne signifie pas grand-chose. Elle prend tout son poids, toute sa coloration, résignation, ironie, sagesse, peu importe, uniquement dans le contexte d'un événement, généralement négatif ou d'une contrainte qu'on accepte. Hors de cette situation d'énonciation précise, la phrase est presque vide. Le sens est donc entièrement dépendant de l'ici et maintenant de la conversation. Un dernier point peut-être, la précision versus la généralisation. Notre matériel montre que le langage dispose d'outils très précis. Soit, par exemple, ça établit une alternative claire, exclusive. Le sens est stable, sans ambiguïté. D'autres termes, comme dans tous les cas, interprétés dans nos sources comme toujours ou généralement et souvent, qui indiquent une fréquence élevée mais non absolue, comme l'exemple 3 samedis sur 4 pour souvent, eh bien, ils possèdent également des sens conventionnels bien définis. Ils nous permettent de moduler notre degré de certitude ou de fréquence d'une manière comprise par tous, grâce à leur signification centrale stable. Permettez-moi de ne pas être tout à fait d'accord sur ce point. Le simple fait qu'on ait besoin d'utiliser des mots comme généralement, que la source glosse par presque toujours d'ailleurs, ou souvent, ça montre justement que la réalité est nuancée et que le langage doit être flexible pour en rendre compte. Ces termes, ils introduisent une marge, une approximation nécessaire. Leur interprétation exacte dépend fortement du contexte. Souvent, ça ne signifie pas la même fréquence s'il s'agit d'aller au cinéma ou de se brosser les dents. C'est évident. Même dans tous les cas qui semblent si absolus, peut voir sa portée limitée par le contexte implicite. Dans tous les cas, parmi les options qu'on considère, par exemple, cette nécessité constante de nuancer, d'ajuster, ça prouve pour moi que le sens n'est pas rigide, mais qu'il s'adapte en permanence. Cette flexibilité, ce n'est pas un défaut, au contraire, c'est ce qui rend le langage expressif et capable de décrire un monde complexe. Bon, pour conclure, je maintiens ma position. Bien sûr, le contexte affine et module l'interprétation, c'est indéniable, personne ne dit le contraire. Mais la base de notre communication quotidienne, ce qui la rend possible, ce qui la rend efficace, c'est ce socle d'expressions et de mots dont les significations sont largement partagées, conventionnelles et stables. Même les sens figurés ou idiomatiques finissent, en fait, par devenir des conventions. C'est ce terrain d'entente sémantique qui prime et qui garantit qu'on puisse se comprendre. Sans ce noyau stable, la communication serait bien plus difficile, peut-être même chaotique. Contextes sont vraiment au cœur même du langage. Les exemples qu'on a brassés aujourd'hui montrent selon moi que la signification, ce n'est pas une étiquette fixe qu'on colle sur un mot. C'est plutôt une potentialité qui se réalise et s'affine dans l'interaction, au gré des besoins communicatifs et des situations particulières. C'est cette plasticité, cette capacité à générer du sens adapté qui fait la richesse et la puissance de nos
nos langues. C'est ça qui permet la nuance, la créativité et l'adaptation constante à de nouvelles réalités. Ce qui est certain, en tout cas, c'est que ces mécanismes sont d'une complexité fascinante. Qu'on mette l'accent sur la force des conventions ou sur la primauté du contexte, comprendre comment le sens se construit, comment il s'interprète, c'est essentiel pour maîtriser réellement une langue et en apprécier toutes les subtilités. Tout à fait. Et notre exploration d'aujourd'hui, basée sur le matériel source, montre bien qu'il n'y a pas de réponse simple ou unique. La tension entre la convention qui assure la stabilité et le contexte qui permet l'adaptation est probablement ce qui rend le langage humain si unique et si efficace. L'étude de cette dynamique reste, je pense, un champ de réflexion passionnant et loin d'être clos. Bienvenue, aujourd'hui nos regards se croisent et divergent sans doute autour d'un texte qui nous plonge dans le quotidien d'un couple, Jean-Luc et Audrey. On observe de près leurs habitudes, leurs réactions lors d'un vendredi soir et d'un samedi matin particulier. Effectivement, cette description assez minutieuse de leur vie, de leur, on pourrait dire, rituel quotidien et même de leurs pensées intérieures, eh bien, ça soulève une question fondamentale sur la véritable nature de leur lien. Oui, la question qui va guider notre discussion est celle-ci. Ce portrait de Jean-Luc et Audrey met-il en scène une relation de couple avant tout fonctionnelle, équilibrée, qui absorbe les stress du quotidien grâce à des habitudes bien rodées et une capacité au compromis? Ou alors, si l'on gratte un peu, vous voyez, le vernis de cette normalité apparente, le texte révèle-t-il plutôt des tensions, disons, larvées, des déséquilibres marqués dans la façon dont chacun vit les contraintes, et peut-être une communication, moins fluide qu'il n'y paraît au premier abord? Je défendrai pour ma part l'idée que nous avons affaire à une dynamique de couple somme toute assez saine, ancrée dans une réalité partagée et gérée de manière constructive. Et je proposerai une lecture, disons, alternative, suggérant que ces quelques scènes du quotidien sont en fait particulièrement révélatrices de déséquilibres et peut-être de non-dits qui pèsent sur leur relation. Alors, pour moi, ce qui ressort vraiment d'emblée, c'est l'image d'un couple qui a construit une vie commune avec ses rythmes, ses repères, l'emploi répété d'adverbes comme généralement ou souvent pour décrire leurs habitudes, le sommeil de Jean-Luc, l'heure de lever d'Audrey, même l'organisation du vendredi soir, ce n'est pas anodin du tout. Ça témoigne d'une structure, d'une certaine prévisibilité qui peut être, je crois, profondément rassurante dans une vie à deux. Ils font face, comme tout le monde finalement, aux aléas extérieurs. Une réunion qui s'éternise pour lui, des bouchons imprévus et assez frustrants pour elle. Mais le texte nous montre aussi des signes clairs d'attention mutuelle et d'ajustement. Jean-Luc remarque la fatigue d'Audrey, il note qu'elle est plus marquée en ce moment, il s'en inquiète, il va jusqu'à penser « elle est peut-être malade ». Ça, c'est une marque de considération. Face à un point de friction potentiel, le choix du programme télévisé, un classique farfelu, ils aboutissent à un compromis explicite. Elle regarde sa série, il regarde la fin de son match. Le réveil paisible du samedi, où on nous dit qu'ils ont tous les deux bien dormi et se montrent également joyeux, vient confirmer, selon moi, que les petites tensions de la veille sont digérées. C'est la preuve d'une base relationnelle solide. Même les pensées intérieures, vous savez, ces moments où ils se disent des choses, eh bien, ça révèle une prise en compte de l'autre. Que Jean-Luc calcule le bon moment pour aborder le sujet du foot. On peut même y voir une forme de délicatesse, une volonté d'éviter un conflit superflu quand il sent l'autre fatigué. J'avoue que j'aborde ce texte avec une perspective assez différente. Parce que si l'on y regarde de plus près, ce qui me frappe d'abord, c'est une disparité quasi constante dans le vécu de ces routines, justement. Le texte insiste. Audrey dort généralement mal, elle est souvent en retard, on apprend au passage qu'elle est souvent malade en hiver, et elle rentre énervée des bouchons, même ce vendredi où elle ne s'y attendait pas vraiment. À l'opposé, Jean-Luc, lui, dort généralement bien. Ce déséquilibre fondamental dans le bien-être physique et psychologique s'atteint, à mon avis, toute leur dynamique. La gestion du stress semble aussi suivre cette ligne de partage. Audrey subit les bouchons avec une réaction émotionnelle vive. Elle dit « je ne comprends pas » et on sent qu'elle s'inquiète pour sa santé fragile. Jean-Luc est contrarié par sa réunion. Oui, certes, mais l'impact décrit semble moins profond, en tout cas moins persistant que chez Audrey. Quant à la communication, alors là, je la trouve particulièrement révélatrice, surtout du côté de Jean-Luc. Il se dit qu'il ne faut pas faire de blagues quand elle rentre énervée. Pourquoi ? Parce que, et c'est écrit, généralement on se dispute dans ces cas-là. Cela suggère que la dispute est une issue fréquente et que sa réaction relève plus d'une stratégie d'évitement, disons, acquise,
que d'une réelle connexion empathique à son état du moment. Le fait qu'il attende délibérément le repas, ce fameux bon moment pour négocier le match de foot alors qu'elle est fatiguée et probablement affamée, ça ressemble quand même davantage à une tactique bien rodée qu'à de la simple prévenance. Le compromis télévisé lui-même devient alors ambigu, non? Dans quel état d'esprit Audrey accepte-t-elle cette solution? Est-ce un choix libre, équilibré, ou bien une concession faite par lassitude ou par besoin primaire? Et puis, que dire de sa pensée le samedi matin? J'espère qu'Audrey prépare le petit déjeuner, alors même qu'elle vient de passer, pour une fois, une bonne nuit. Cette pensée, même fugace, suggère une attente basée sur des rôles peut-être un peu trop établis plutôt qu'un élan spontané de prendre le relais. L'omniprésence de « généralement » et « souvent » pourrait ainsi souligner une rigidité systémique qui, au final, pèse bien plus lourd sur celle qui subit négativement ces routines. Vous soulevez un point intéressant sur la différence de vécu au sein de routines, c'est vrai. Mais je ne suis pas sûre que cela signe automatiquement une relation déséquilibrée. L'usage de généralement et de souvent peut aussi être lu comme la marque d'une vie partagée qui s'est organisée, voilà, avec ses hauts et ses bas pour chacun. Ces repères temporels structurent leur quotidien commun. Est-ce si négatif en soi? D'ailleurs, ce cadre n'empêche pas une certaine flexibilité. Jean-Luc remarque, c'est noté, que la fatigue d'Audrey est plus prononcée en ce moment. Il y a donc une conscience des variations, une observation de l'état de l'autre au sein même de cette routine, et face aux imprévus, la réunion tardive, les bouchons, il s'adapte. Ce n'est pas une mécanique figée quand même. Je comprends l'idée de structure, bien sûr, mais le texte semble utiliser ces marqueurs temporels pour insister justement sur une inégalité fondamentale dans l'expérience de cette structure. Pour Jean-Luc, la routine est globalement source de confort. Il dort bien, il anticipe une journée normale avant sa réunion. Pour Audrey, la routine inclut structurellement des éléments négatifs. Mal dormir, être souvent en retard, malade l'hiver. Même l'imprévu des bouchons la touche plus durement, parce qu'elle espérait ce vendredi-là une déviation positive de sa routine habituelle. Sa réaction, je ne comprends pas, trahit cette attente déçue et l'impact émotionnel fort de la contrariété. Donc la routine décrite objectivement semble lui être moins favorable, plus pesante. L'adaptation que vous mentionnez, elle ressemble plus à une gestion de crise ponctuelle qu'à un rééquilibrage de fond, vous ne trouvez pas? Admettons cette différence de vécu. Mais ne faut-il pas regarder aussi comment ils interagissent face à ces difficultés, Élie? Vous parlez de calcul chez Jean-Luc, notamment dans ses pensées intérieures. J'y vois plutôt une forme d'intelligence émotionnelle nécessaire à la vie à deux. Quand il se dit qu'elle a dû passer une mauvaise journée et qu'il faut être gentil, c'est une décision consciente de prendre soin de la relation, d'adapter son comportement à l'état de l'autre. Anticiper sa réaction pour le match de foot, ce n'est pas forcément manipulatoire. Ça peut être de la prévenance pure et simple pour éviter une friction inutile qui l'aurait peut-être épuisé avantage. C'est une gestion mature, non? Mature ou stratégique? C'est précisément là que nos lectures divergent. Le texte est assez précis. Il décide d'être gentil parce que généralement on se dispute dans ces cas-là. La motivation première qui est explicitée n'est pas l'empathie directe. Elle souffre, je veux l'apaiser, mais bien l'évitement du conflit. Sa gentillesse est conditionnée par cette crainte de la dispute récurrente. Pour moi, la distinction est importante. L'empathie authentique se centrerait sur l'état d'Audrey, alors que sa pensée se centre sur la conséquence potentielle pour lui ou pour le couple via la dispute. Et attendre le repas pour négocier le match, quand elle est physiquement diminuée par la faim, la fatigue, comment ne pas y voir une tactique, même peut-être inconsciente, pour obtenir plus facilement ce qu'il désire? Mais n'est-ce pas là une vision un peu sévère de la dynamique relationnelle? Choisir le bon moment pour aborder un sujet sensible, éviter les disputes inutiles, ce sont des compétences relationnelles qu'on développe en couple. D'ailleurs, Audrey aussi fait preuve de gestion émotionnelle. Le texte dit qu'en rentrant, elle est sur le point de s'énerver, mais se dit également que le week-end est là et elle se retient. Chacun fait un effort pour préserver une certaine harmonie, il me semble. Oui, mais l'effort d'Audrey est présenté comme une autorégulation face à sa propre frustration, ne pas s'énerver. L'effort de Jean-Luc, lui, est présenté comme une stratégie pour obtenir quelque chose, regarder le match, tout en évitant une conséquence négative habituelle, la dispute. La nuance me paraît significative. Et puis, il y a cette pensée du samedi matin, j'y reviens. J'espère qu'Audrey prépare le petit déjeuner. Cela vient juste après qu'elle ait, exceptionnellement, bien dormi. Au lieu d'une pensée du type « Ah, super pour elle, peut-être que je peux préparer le petit-déj pour qu'elle profite un peu », la première pensée rapportée est une attente dirigée vers elle.
Même s'il se lève ensuite, ce premier mouvement mental suggère une dynamique où les rôles et ses propres attentes priment discrètement. Accumulés, ces détails dessinent quand même un tableau, vous ne trouvez pas? Je trouve que vous chargez beaucoup ces petits détails. Une pensée fugace sur le petit déjeuner ne suffit pas à caractériser toute une dynamique, soyons sérieux. Revenons plutôt à des faits plus tangibles, comme le compromis du vendredi soir. Vous le voyez comme ambigu? Moi, j'y vois un exemple clair de fonctionnement. Précisément, parlons-en. Vous le qualifiez de compromis réussi parce qu'il y a une solution trouvée. Mais qu'est-ce qui vous permet d'ignorer à ce point le contexte dans lequel il est atteint? Audrey rentre énervée, fatiguée d'une mauvaise journée et de bouchons imprévus, en plus de son sommeil habituellement mauvais. Jean-Luc, lui, semble moins affecté par sa contrariété professionnelle à ce moment précis. C'est lui qui initie la négociation, et il le fait après avoir calculé le bon moment quand elle a faim. Est-ce que vous ne voyez pas comment ce déséquilibre initial dans leur état respectif et cette approche calculée de Jean-Luc peuvent, disons, fausser la nature même du compromis? Je vois le contexte que vous décrivez, bien sûr, mais je me concentre sur le résultat final. Ils trouvent un accord pratique qui permet à chacun de voir une partie de ce qu'il souhaite. Ils décident ensuite ensemble de se lever tard le lendemain, ce qui suggère une satisfaction mutuelle de la soirée. Non? N'est-ce pas là l'essentiel dans la gestion quotidienne? Trouver des solutions fonctionnelles, même si le chemin pour y arriver n'est pas idéalement équilibré à chaque instant. C'est pragmatique. Voilà tout. Le pragmatisme peut parfois masquer des inégalités. Justement, un accord peut être trouvé parce qu'une des parties n'a plus l'énergie de négocier ou préfère céder pour obtenir autre chose, la paix, le repas, peu importe. Le texte ne nous dit pas explicitement qu'Audrey est satisfaite du compromis lui-même, juste qu'il est trouvé et que la soirée se passe bien ensuite. Le doute subsiste sur l'équité réelle de cet arrangement compte tenu des circonstances. Et cela nous amène d'ailleurs à la résolution apparente du samedi matin. Oui, ce samedi matin me semble justement clore le débat sur les tensions. Ils ont tous les deux passé une très bonne nuit. Audrey se réveille en disant « Waouh, c'est un signe de bien-être trouvé ». Ils partagent le petit déjeuner et ils sont également joyeux. N'est-ce pas la preuve ultime que les frictions de la veille sont dépassées, que leur relation possède une capacité de résilience et repose sur une base saine? Ils savourent ensemble ce moment de repos. C'est une lecture possible, oui, mais encore une fois, le texte offre des nuances. Le fait qu'Audrey ait passé une très bonne nuit est présenté comme quelque chose d'exceptionnel, qui contraste avec son état habituel, généralement mal. Cette joie matinale est donc peut-être celle d'une trêve bienvenue dans un quotidien potentiellement plus difficile pour elle. Plutôt qu'une preuve de l'équilibre structurel, ça souligne a posteriori la pénibilité habituelle de ces nuits. On peut aussi noter qu'elle se lève la première, comme souvent. Est-ce une simple habitude ou la reprise immédiate d'un rôle, même après une nuit salvatrice? Et comme je le disais, la pensée de Jean-Luc sur le petit déjeuner vient légèrement ternir cette image idyllique juste après. Enfin, cette conclusion où chacun anticipe le retour au travail le lundi avec un soupir un peu résigné de « c'est la vie ». Ça ne sonne pas comme une résolution profonde, mais plutôt comme l'acceptation d'un cycle qui va reprendre, potentiellement avec les mêmes dynamiques sous-jacentes. La sérénité du samedi matin est peut-être plus une pause qu'une preuve d'harmonie fondamentale. Bon, pour conclure ma pensée, je maintiens que ce texte dépeint avant tout un couple réaliste qui navigue les défis inévitables du quotidien. Ils utilisent des routines comme structure, ils communiquent de manière fonctionnelle, et oui, cela inclut une part d'intelligence sociale et de gestion des conflits, et ils démontrent une capacité concrète à trouver des compromis. Les tensions existent, c'est indéniable, mais elles sont traversées et résolues, comme en témoigne la paix retrouvée du samedi matin. C'est pour moi le signe d'un équilibre globalement préservé. De mon côté, cette discussion, eh bien, elle renforce ma lecture initiale. Derrière la façade d'une vie de couple ordinaire, réglée par les habitudes et les arrangements, le texte sème des indices insistants de déséquilibre. On perçoit une charge mentale et physique, le stress, la fatigue, les maux chroniques, qui semblent peser bien plus lourdement sur Audrey. La communication, surtout celle de Jean-Luc, apparaît souvent teintée de stratégie et d'évitement du conflit, plus que d'une empathie, disons, spontanée et directe. Les routines et les compromis existent, certes, mais ils pourraient bien masquer une dynamique relationnelle moins égalitaire qu'elle ne le semble au premier abord,
où l'un navigue peut-être plus confortablement que l'autre au jour le jour. Il est certain que la force de ce genre de récit, c'est sa capacité à générer ces interprétations multiples. En nous donnant accès aux détails du quotidien et aux pensées intimes des personnages, il nous confronte à la complexité des dynamiques humaines. Les mêmes éléments, une routine, une pensée, un compromis, peuvent être lus très différemment selon le prisme qu'on adopte. Tout à fait. Et c'est l'intérêt de croiser nos perspectives. Cela met en lumière non seulement le texte lui-même, mais aussi nos propres grilles de lecture de ce qui constitue l'équilibre, la communication ou le compromis dans une relation. Comment Jean-Luc et Audrey vivent et interagissent dans ces quelques heures, ça nous pousse à interroger ces concepts fondamentaux. Il y a sans doute encore beaucoup à dire et à analyser dans ce matériel riche. Bienvenue à notre échange. Aujourd'hui, on va se pencher sur une série de documents qui viennent de Français Authentique, un ensemble de ressources assez connues pour apprendre le français. On va regarder plus précisément un exercice de prononciation là, sur une routine de samedi, et puis aussi diverses listes de mots-clés. Oui, et la question en fait qui va être au cœur de notre discussion, c'est celle-ci. Et est-ce que ce matériel, par le choix quand même très spécifique des phrases et du vocabulaire qu'il met en avant, finit par véhiculer une vision implicite, peut-être même un peu idéalisée ou stéréotypée, de la vie en France? Ou alors, est-ce qu'il faut simplement y voir une collection d'outils linguistiques, plutôt neutres culturellement et juste destinés à la pratique? Notre discussion, elle part vraiment de l'analyse de ces documents sources. Tout à fait. Et de mon côté, je vais soutenir que ce matériel est avant tout pragmatique, fonctionnel. Sa nature assez fragmentée, à mon avis, empêche de construire un message culturel vraiment cohérent. L'objectif, pour moi, il est purement linguistique. Et moi, je défendrais l'idée inverse, que même si c'est fragmenté, la sélection et, on va dire, l'agencement précis de ces éléments, eh bien, ce n'est pas anodin et ça esquisse bel et bien, même implicitement, une certaine image de la France et de ce que ça signifie d'être français, en quelque sorte. Alors, allons-y. Ma perspective, c'est que le but premier, et j'insiste, quasi exclusif de ces documents, c'est la pédagogie. Si on prend l'exercice, on est samedi prononciation. Les instructions sont très claires. Répétez après moi. Copiez exactement ma prononciation, mon rythme. Bon, l'accent est mis sur la forme, sur l'acquisition d'une certaine fluidité, d'un accent correct. Le contenu lui-même, cette description d'un samedi, elle utilise des phrases du quotidien, des choses très courantes. J'ai passé une semaine longue et difficile. Généralement, je me lève vers 8 heures, faire le ménage, faire les courses. Ce sont des éléments de langage qui sont utiles, pratiques pour quelqu'un qui apprend le français. Et leur banalité même, je pense, sert l'objectif. C'est facile à répéter, facile à mémoriser. Personnellement, je n'y vois aucune tentative d'idéalisation. Quant aux listes de mots-clés, alors là, c'est encore plus hétéroclite. On trouve biscuits, odeur, repas léger, juste à côté de roi, révolution française ou puissance nucléaire. Cette juxtaposition très décousue, pour moi, elle renforce l'idée qu'on a juste un inventaire lexical. Ce sont des mots isolés, décontextualisés, qui visent à élargir le vocabulaire. Essayer d'y lire une vision du monde structurée, ça me paraît une surinterprétation. La finalité, elle est linguistique. Voilà, point. Je comprends tout à fait cette logique de l'outil pédagogique, mais je ne suis pas totalement convaincu par cette prétendue neutralité culturelle. Justement, le choix des exemples, même s'ils ont l'air banals comme ça, me semble assez révélateur. Dans l'exercice On est samedi, la semaine passée est décrite comme longue et difficile, d'accord? Mais le week-end, lui, est présenté de manière uniformément positive. C'est un moment très agréable, une journée très agréable. Les activités qu'on mentionne, ça inclut la détente, rire autour d'un verre de vin, respirer l'air frais pendant une promenade. Bien sûr, il y a aussi faire le ménage, on est d'accord, mais l'impression générale qui s'en dégage, c'est quand même celle d'un loisir plutôt serein, plaisant. C'est cette insistance sur l'agrément qui, moi, me frappe un peu. Et quand on met ça en parallèle avec les mots-clés, là, l'image, elle se précise, je trouve. On a cette espèce de douceur de vivre du week-end qui est associée à des marqueurs historiques très forts. Royaume des Francs, empereur, révolution, guerre mondiale, décolonisation, et puis des éléments culturels très spécifiques dont certains frôlent le cliché comme escargot ou cuisse de grenouille. D'ailleurs, la mention « se moquer » juste à côté de ces termes est assez intéressante, c'est un peu comme une façon de reconnaître le stéréotype tout en le présentant quand même. Ajoutez à ça des marqueurs de statut international comme puissance nucléaire, renommée touristique, Union européenne.
Pour moi, cet assemblage, même s'il est fragmenté en surface, il construit une image implicite, la France comme un lieu où, la vie quotidienne est plutôt plaisante, héritière d'une histoire riche et marquante, dotée d'une culture distincte et d'un certain poids dans le monde. La sélection de ces éléments-là plutôt que d'autres, pour moi, ça, ce n'est pas neutre. Vous parlez de sélection, de juxtaposition, d'accord, mais j'insiste vraiment sur la fragmentation qui est extrême, surtout dans les listes de mots. Pour moi, cette fragmentation, ce n'est pas juste une caractéristique de surface, elle est fondamentale et c'est elle qui empêche justement l'émergence d'un sens cohérent. Franchement, comment voulez-vous sérieusement extraire une vision de la France d'une liste où roi se retrouve à côté de biscuits et faire le ménage? Le manque de lien logique ou narratif entre beaucoup de ces termes est quand même flagrant. Et c'est précisément cette incohérence, je pense, qui sert l'objectif pédagogique. On isole des mots pour mieux les apprendre, c'est tout. Essayer d'y tisser un récit culturel, c'est, je crois, projeter un sens qui n'est pas là intrinsèquement dans le matériel. Ce sont des matériaux bruts, pas une construction finie. L'exercice sur samedi, oui, il a une structure narrative, d'accord, mais elle reste très générique. C'est une journée de repos, quoi. Ça pourrait se passer n'importe où. Mais est-ce que l'incohérence apparente de la liste comme ça globale empêche des sous-ensembles d'avoir du sens? Prenons la section histoire des mots-clés que vous avez cités tout à l'heure. Royaume des Francs, roi, Révolution française, empereur, guerre mondiale, décolonisation, Union européenne. Est-ce que c'est vraiment juste une collection aléatoire de termes historiques? N'y a-t-il pas là une sorte de chronologie implicite, une espèce de récit ultra condensé qui va de la monarchie ancienne à l'Europe moderne, en passant par les grandes ruptures, les grands conflits? Ce n'est pas n'importe quelle sélection de mots, ça dessine une trajectoire historique bien spécifique, très centrée sur le politique, le militaire. Donc la fragmentation n'exclut pas une logique qui serait sous-jacente dans le choix des fragments. C'est un peu comme une mosaïque, vous voyez? Chaque petit carreau est distinct, mais leur agencement finit par créer une image. Une France définie par une routine plutôt agréable, une histoire marquante vue sous un certain angle, on est d'accord, des clichés culturels qui sont assumés et une place sur la scène internationale. Chaque fragment, même s'il est décontextualisé, ajoute une petite touche à ce portrait global. Je reste quand même sceptique sur ce point précis de la liste historique comme récit minimaliste. Oui, ce sont des jalons, des concepts clés, d'accord. Mais sans aucune explication, sans contexte, sans la moindre nuance, présenter Révolution française ou décolonisation comme de simples mots de vocabulaire, c'est quand même extrêmement réducteur par rapport à la complexité des événements eux-mêmes. L'apprenant, il reçoit le mot, l'étiquette, mais il n'a rien de la substance ou des débats qui l'entourent. N'est-ce pas là la preuve qu'il s'agit bien de vocabulaire pur, destiné à la reconnaissance, à l'utilisation de base, plutôt qu'à la transmission d'une quelconque vision historique? Si l'intention était de transmettre un récit même minimaliste, on s'attendrait quand même à un minimum de mise en relation, non? Vous ne croyez pas? Oui, peut-être, mais l'absence de mise en relation explicite ne signifie pas forcément absence d'effet narratif implicite. La séquence elle-même, monarchie, révolution, empire, guerre, décolonisation, UE, ça raconte une histoire en soi. Celle des transformations de l'État, de la nation française, c'est une version très grandes étapes, très événementielle de l'histoire qui du coup occulte d'autres dimensions, sociales, économiques, culturelles, internes. Ce choix de perspective, même présenté juste sous forme de liste de mots, ça constitue déjà une forme de narration, une mise en récit particulière. On pourrait tout à fait imaginer une liste historique axée sur, je sais pas moi, les inventeurs, les artistes, les mouvements sociaux. Le fait d'avoir choisi cette séquence-là, politique et militaire, c'est significatif en soi. C'est peut-être du vocabulaire brut, oui, mais c'est du vocabulaire brut qui a été sélectionné et ordonné. Parlons un peu de l'idéalisation et des stéréotypes que vous avez mentionnés. Vous insistez sur le côté agréable du samedi. Mais très honnêtement, décrire un week-end comme un moment de repos, détente, prendre son temps, après une semaine longue et difficile, est-ce que ce n'est pas simplement normal? Enfin, beaucoup de gens vivent leur week-end comme ça. Est-ce vraiment une idéalisation? Et les activités comme regarder la télévision ou faire le ménage, ce sont les choses les plus banales du monde. Quant aux termes comme renommée touristique ou puissance nucléaire, ce sont des faits. La France a une renommée touristique mondiale et est une puissance nucléaire. Les mentionner dans une liste de vocabulaire, c'est informer l'apprenant sur des aspects objectifs du pays. Ce n'est pas de la propagande, c'est de l'information factuelle de base, il me semble. Non, je ne dis pas que chaque élément pris isolément est une idéalisation flagrante. C'est l'accumulation
l'accumulation et la combinaison qui, je pense, créent cet effet. Oui, le repos le week-end, c'est normal, mais la répétition de très agréables, associée à des activités comme rire autour d'un verre de vin ou respirer l'air frais, ça peint un tableau quand même particulièrement idyllique, en gommant peut-être d'autres réalités moins roses du quotidien. Quant aux faits objectifs comme la puissance nucléaire, leur sélection pour figurer dans un matériel pour apprenants, elle est intéressante. Pourquoi choisir de mettre en avant cet aspect de la puissance plutôt que par exemple des indicateurs sur le chômage, les inégalités sociales ou les défis environnementaux? Ce sont aussi des faits objectifs concernant la France d'aujourd'hui. Le choix de mettre en avant la renommée touristique, la puissance, couplée aux clichés gastronomiques, escargot, cuisses de grenouille, même avec cette mention se moquer, qui, assez paradoxalement, renforce la présence du cliché, et à cette histoire glorieuse en accéléré, tout ça, ça contribue à une image assez lisse, positive, peut-être un peu trop simple en effet. Une France de carte postale en quelque sorte. Et même l'inclusion de l'expression « c'est la vie », ça participe aussi un peu de cette image en suggérant une sorte de philosophie française un peu fataliste mais charmante. Mais est-ce que ce n'est pas le propre de beaucoup de matériel d'apprentissage de langue, surtout au début, de présenter une version un peu simplifiée, un peu positive de la culture cible? Peut-être pour ne pas décourager l'apprenant, pour lui donner des points de repère clairs, même si ces repères sont un peu stéréotypés. Présenter d'emblée les problèmes sociaux complexes ou les aspects moins reluisants d'un pays, ça pourrait être contre-productif, non, pédagogiquement parlant? La mention des escargots ou du vin, ça vise peut-être simplement à donner à l'apprenant des clés pour comprendre des références culturelles très très répandues, qu'il va forcément rencontrer. C'est une question de compétences culturelles élémentaires, pas nécessairement une adhésion à une image idéalisée. Il faut bien commencer quelque part, et les clichés, aussi réducteurs soient-ils, sont souvent des points d'entrée connus, faciles. C'est un argument pragmatique, tout à fait, mais il confirme justement mon point. Même si l'intention est purement pédagogique, faciliter l'apprentissage, fournir des repères, d'accord, l'effet est culturel. Le matériel, en choisissant ses points d'entrée simplifiés, positifs ou stéréotypés, il façonne activement une certaine représentation de la France dans l'esprit de l'apprenant. On ne peut pas juste dire que c'est de la langue et que c'est découplé de la culture. La culture est là, elle est présente dans le choix des mots, des thèmes, des exemples. La question n'est donc pas de savoir s'il y a un effet culturel, pour moi il y en a forcément un, mais plutôt de caractériser cet effet. Et dans ce cas précis, l'effet me semble tendre vers une vision assez consensuelle, attrayante et peut-être, oui, un peu superficielle de l'identité française. Bon, ce qui nous ramène à cette distinction entre l'intention pédagogique et l'essai culturel. Pour moi, l'intention, qui est documentée, qui est explicite, reste le guide principal d'interprétation. Les auteurs de français authentique, leur but affiché, c'est d'aider les gens à mieux parler français. Les instructions sont claires là-dessus. Améliorez votre accent, améliorez votre fluidité. Tout le reste, le choix du thème du samedi, les mots dans les listes, ça découle de cet objectif premier, fournir un matériel efficace pour pratiquer la langue. Si une image culturelle émerge de tout ça, c'est un sous-produit, un effet secondaire, probablement non intentionnel et en tout cas secondaire par rapport à l'objectif linguistique. On choisit ce qui est fréquent, ce qui est utile, facile à prononcer ou à mémoriser, pas forcément ce qui construit une idéologie. Je conçois bien que l'intention première soit celle-là, mais je pense qu'il est peut-être un peu naïf de croire qu'on peut créer du matériel linguistique qui serait totalement aseptisé sur le plan culturel, surtout quand on aborde des thèmes comme la vie quotidienne, l'histoire ou la nourriture. Chaque choix lexical, chaque phrase d'exemple, c'est un micro-véhicule culturel. Qu'on le veuille ou non, l'enseignant ou le concepteur de matériel agit toujours comme un filtre, comme un curateur culturel en quelque sorte. Dire que l'effet culturel est juste un sous-produit involontaire, c'est peut-être minimiser un peu la responsabilité éditoriale et l'impact réel de ce matériel sur la perception qu'ont les apprenants de la France. L'intention ne suffit pas à neutraliser les faits. Le comment on apprend est indissociable du quoi on apprend. Et ce quoi, ça inclut forcément des bribes de culture, qui sont orientées d'une certaine manière par la sélection qui a été faite. Bon, si on essaye de résumer, je persiste à penser que ces documents de français authentique sont fondamentalement des outils linguistiques. Leur conception vise l'efficacité pédagogique à travers la répétition de phrases courantes et l'acquisition de vocabulaire varié. La fragmentation, la banalité de certains contenus, l'hétérogénéité des listes, tout ça sert cet objectif et rend difficile, voire impossible, selon moi, d'y lire une intention de transmettre un message culturel unifié et encore moins une vision idéalisée ou délibérément stéréotypée de la France.
Et je maintiens ma position. Même s'ils sont conçus comme des outils pédagogiques, ces documents, par la sélection précise et la juxtaposition des éléments, l'ambiance agréable du quotidien, les repères historiques et culturels choisis, y compris les clichés, les marqueurs de statut, eh bien, ils façonnent inévitablement une image implicite de la France. Cette image, bien qu'elle soit constituée de fragments, elle n'est pas neutre. Elle tend plutôt vers une représentation simplifiée, globalement positive, qui mérite d'être reconnue comme telle, peu importe les intentions initiales des auteurs. Nous sommes donc d'accord sur le constat de la fragmentation du matériel et sur sa visée pédagogique qui est explicite. Notre divergence fondamentale, elle, réside dans l'interprétation de la signification de cette fragmentation et de cette sélection. Pour moi, elle empêche l'émergence d'un message culturel cohérent et sert avant tout l'apprentissage linguistique. Pour vous, elle participe activement à la construction, même implicite et peut-être involontaire, d'une image culturelle spécifique. C'est exactement ça. Et cette discussion, je trouve, elle illustre bien comment l'analyse de supports d'apprentissage, même ceux qui paraissent basiques, peut ouvrir des perspectives intéressantes sur la façon dont une culture se représente ou est représentée. Ces documents, malgré leur apparence simplicité, nous rappellent que la frontière entre langue et culture est finalement assez poreuse et que tout choix pédagogique a potentiellement des implications culturelles. Il reste sans doute encore beaucoup à dire en se basant sur le matériel source lui-même, et la question de savoir si l'image qui est esquissée là est fidèle, fonctionnelle, idéalisée ou simplement stéréotypée, eh bien elle demeure ouverte à l'interprétation.